Aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à l'endroit de ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous laisser des commentaires pendant le direct justement de Bonjour le Faso sur Savan TV, la page Facebook notamment. Alors nous vous disons merci, vous qui nous suivez depuis le Gabon, depuis l'Italie, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la France, depuis le Mali, depuis partout dans le monde. Merci de votre fidélité. Alors bonjour, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons chaque matin pour cette aventure qui dure 1h30, chaque matin à partir de 7h30. Aujourd'hui, pour la revue de presse, nous recevrons Adèle Semporé qui va partager les informations avec nous. Et dans la rubrique Bonnes affaires, la rubrique consacrée aux annonceurs, nous parlerons formation et surtout avec Mira Élevage. Nous serons avec le communicateur de Mira Élevage. Et puis, vous le savez, depuis lundi, nous sommes installés à Zignaré pour vous faire découvrir et redécouvrir le sanctuaire animalier de Zignaré. Il s'agit en fait de l'ex-parc animalier de Zignaré, maintenant rebaptisé sanctuaire animalier de Zignaré. Aujourd'hui, vous allez écouter le témoignage de la responsable en charge de la gestion de ce parc. Et bien sûr, la rubrique invité du jour sera au rendez-vous. Installez-vous confortablement. Nous partons tout de suite et maintenant pour à la découverte du parc animalier de Zignaré, encore sanctuaire animalier de Zignaré. Et il faut tout simplement aller à environ 30 km donc à l'est de Ouagadougou pour visiter ce sanctuaire animalier de Zignaré. En tout cas, je sais que les élèves connaissent très bien cet endroit. Il faut rappeler que ce parc a vécu des moments difficiles avec le départ de l'ex-président Blaise Compaoré et qui était donc le responsable de ce parc animalier. C'était en tout cas, ce parc était à la gestion de la famille Compaoré. Maintenant, avec le départ lié aux événements des 30 et 31 octobre 2014, le parc a tellement souffert et les animaux étaient en difficulté. Fort heureusement, il y a une association qui a récupéré la gestion de ce parc. Il s'agit de l'association pour la protection de la faune et de la flore qui a récupéré ce parc depuis 2 ans maintenant et qui a redonné une nouvelle vie à ce parc animalier rebaptisé sanctuaire animalier de Zignaré. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter donc la responsable de ce parc. Il s'agit notamment de Chanaz Ousseini. L'entretien des animaux se fait uniquement sur fonds propres et sur dons. On a commencé sur fonds propres et au fur et à mesure, on a été accompagné par une grande communauté de personnes de tout horizon, autant au Burkina qu'à l'international. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a des âmes charitables, des âmes qui sont des personnes qui considèrent que c'est important de se battre pour l'environnement et qui décident de nous soutenir. Et je pense qu'on a une belle étoile parce que plus les jours passent et plus on découvre des gens et plus on rencontre des gens, donc c'est vraiment comme ça. Maintenant, des animaux sauvages comme ça, c'est très compliqué de s'en occuper. Déjà d'un point de vue financier pour la nourriture, c'est des sommes qui sont assez importantes. Et puis en termes de soins, c'est-à-dire que si nous aujourd'hui on a un animal qui a un problème de santé, c'est la nature qui fera les choses parce qu'on n'a pas forcément les compétences pour venir leur apporter des soins. Donc c'est vraiment tout ça, quoi. C'est de la recherche constante. Les lionnes, on va parler des carnivores parce que c'est vraiment les animaux qui nous prennent le plus d'énergie et de finances. Une lionne doit manger au moins 40 à 45 kg de viande par semaine. On les nourrit 3 à 4 fois par semaine à raison de 7-8 kg. On tourne autour de 1,5 million par mois pour nourrir les carnivores. Voilà, c'est à peu près ça la réalité. Ça vous laisse imaginer à quel point c'est difficile, voilà, et à quel point c'est vraiment une recherche et un combat quotidien. Parce que si demain on n'est pas aidé, ça nous est arrivé, ça l'est plus maintenant que la population nous accompagne, mais ça nous est arrivé dans le passé, surtout quand on était fermé, d'avoir des semaines où est-ce qu'on s'est regardé, on s'est dit, comment on fait ? La semaine prochaine, comment est-ce qu'elles mangent? C'est très bien de les sauver, d'avoir réussi à les sauver, mais c'est encore plus difficile de les maintenir dans un bon état.
J'ai eu très mal au cœur. D'ailleurs, si vous regardez les premières vidéos du parc, vous m'entendez pleurer en arrière. J'ai été choquée et scandalisée. Et j'ai dit ça à quelqu'un la dernière fois. J'ai vraiment senti que j'ai failli dans mon rôle de citoyen burkinabé en laissant mourir ces animaux dans un silence absolu. Parce qu'il y a quelque chose que je suis convaincue, comme je disais, ils n'ont pas choisi d'être là. Donc c'est quand même des animaux emblématiques qui sont une force. Je le redis encore une fois, il y a des gens qui prennent l'avion et qui payent des milliers et des millions pour aller à l'étranger voir ces animaux. Ce n'est pas normal que chez nous on ne s'en occupe pas. Donc j'ai été très attristée, très scandalisée. La première fois que nous sommes venus ici, nous ne savions pas que nous allions revenir. C'était pas du tout prévu. Moi, je suis venue là, j'étais toute petite, j'ai vu des articles dans la presse sur l'état des lionnes. J'ai proposé à mon mari qu'on vienne. Quand on a vu l'état des lionnes, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On a commencé à venir avec un peu, vous savez, les steaks hachés, là. On venait au grillage comme ça, et puis après, ça a pris une ampleur. Mais, ouais. Et puis, vous savez, le soutien, il est financier parce que c'est très important, mais il n'y a pas que le soutien financier. Ça a été très compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, les finances sont très dures pour moi parce que je ne vois pas sur le mois, je vois vraiment à la semaine. Mais tout le soutien qu'il y a autour, l'intérêt des gens, les gens qui commencent à s'approcher de nous, qui commencent à s'intéresser aux animaux, qui commencent à s'intéresser à l'association, pour moi, ça vaut aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour répondre à la question par rapport à la famille. Moi, je suis une grande sensible des animaux depuis que je suis petite. Et oui, parce que je sais pas, je crois que c'est ma voie, c'est ma vocation. Je crois vraiment que c'est ça. Je crois que quand on est arrivé ici, à force de côtoyer ces animaux et de voir toute cette souffrance et de voir aussi de la souffrance tout ce qui peut ressortir, ça te fait que tu n'as pas envie de partir, quoi. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de Shanaz Yousseni. Elle est la présidente de l'Association pour la protection de la faune et de la flore. Il faut rappeler que c'est cette association composée quand même de volontaires qui s'occupe aujourd'hui du parc animalier de Zignaré, rebaptisé Sanctuaire animalier de Zignaré. Nous disons merci à Fatih Sankara qui nous a ramené ces images depuis Zignaré. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps d'installer Adèle pour la revue de presse. Et il faut dire que c'est le tout dernier clip de la Miss Awa Melon, en tout cas un très beau clip avec beaucoup de couleurs et beaucoup d'africanité. Oui, on aime. Pour la suite de cette émission, c'est l'heure pour nous de nous informer et bien sûr, c'est la rubrique revue de presse. Pour aujourd'hui, nous sommes avec Adèle Sempouré pour les informations d'aujourd'hui. Bonjour Adèle. Bonjour Abzeta, ravie de te retrouver. Également. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quel est le premier journal qui nous accueille pour la revue? C'est le journal de tous les Burkinabés qui nous accueille ce jeudi matin. À la une de Sidoya, ce matin, on peut lire « Suspension de Facebook au Burkina. L'intérêt de la nation est au-dessus des intérêts particuliers ». C'est l'explication du porte-parole du gouvernement, le professeur Al-Kassoum Maïga. Toujours à la une de Sidoya, traitement de l'information sécuritaire, le CSC à l'écoute des éditions Sidoya. Attaque sur l'axe Wayuguya-Titao, les balles sifflaient à l'avant et à l'arrière du convoi. Al-Missi Ouedraogo, un rescapé. Au coin du palais, 6 mois de prison ferme pour un voleur de chèvres. Un berger à la barre pour vol de 2 bœufs. L'autre regard, c'est une autre rubrique de Sidoya, le respect de la parole donnée. Lotissement spécial à Kaya, 1395 parcelles pour 18 706 demandeurs. Chronique de la Cannes, le Ghana tombe de très haut. Rapport de l'ONG Oxfam, la Covid-19 a enregistré des inégalités économiques. Conseil des ministres, le compte-rendu des travaux du mercredi 19 janvier 2022.
Passons maintenant à l'Express du Faso. À la une de ce canard édité à Bobo-Dioulasso, foncier au Burkina s'agrogne encore à l'arrondissement 7 de Bobo. Dans la rubrique Autant le dire, hausse des prix de certains produits, les Burkinabés ne tiendront pas, prévient le journal. Immobilier, voici la liste des 105 projets jugés recevables. Une liste à consulter par les citoyens. Vaccination contre le Covid-19, 150 associations prêtes pour la sensibilisation. Arrondissement de Bobo, chantier et bataille du maire Paulin Sanou. Kiswen Sida Claudine Traoré Ouedraogo, Kiss Group, il n'existe point de formule magique en entrepreneuriat. Voyons à présent la une de aujourd'hui au Faso. À la une de ce journal, Eladj Aruna Gouem au sujet de la marche du 22 janvier. Si on n'arrête pas un jour, personne ne voudra être candidat, prévient-il. Fait de société, le maire, l'opérateur économique et le propriétaire terrien. Après le dynamitage de l'aéroport, 4 soldats de Barkhane blessés, la cité de Nabakango insécure, aujourd'hui au Faso, pose la question. Et toujours à la une de ce journal, grand oral de Strasbourg de Macron pour le continent, les sillons du sommet Union européenne-Union africaine de février sont tracés. Coopération Japon-Burkina Faso, l'ambassadeur Masaki Kato, reçu par Bala Sakande. Et à lire également dans le contenu de aujourd'hui au Faso, le Conseil des ministres et quelques points taxation des prestations liées au e-visa Burkina, l'unité PPP, partenariat privé-public réorganisé. Voyons la une du journal Le Pays. Idrissa Koulibaly, coordonnateur de l'OIVC à propos du putsch manqué au Burkina, un coup d'État, qu'il soit civil ou militaire, n'arrange aucun pays. Promotion immobilière, la liste des sociétés agréées. Révélation, manif du 22 janvier prochain, une mobilisation importante attendue. Conseil des ministres, le Comité national de sûreté de l'aviation civile est créé. Embargo sur le Mali, le CNORS et du Burkina contre les sanctions de la CEDEAO. L'UAS dénonce des sanctions iniques. CAN Cameroun 2021, le plus dur est à venir pour les étalons. Les matchs du jour également à lire dans le pays. Et puis le Burkina Faso croisera le Gabon en 8e de finale. À la une du journal Le Quotidien, le Premier ministre malien Choguel Kamaïga, ce sommet de la CEDEAO à Accra était destiné à nous humilier et punir les dirigeants maliens. Le Quotidien qui nous propose également le compte-rendu complet du Conseil des ministres tenu hier, coopération parlementaire, les ambassadeurs japonais et saoudiens chez le président Alassane Sakandé. Consommons local au Burkina Faso, incursion dans l'univers des mets locaux. Lutte contre le Covid-19 dans les hauts bassins, une campagne intensive du 21 au 27 janvier 2022. C'est ce que nous propose le quotidien, ce qui nous amène à voir la une de l'Observateur Palga. Le doyen des quotidiens privés burkinabés nous propose à sa une un dossier réalisé à Bobo-Dioulasso, lavandière du Marigot, Oué, dans les eaux troubles à la recherche d'une vie meilleure. Un article donc à parcourir dans l'Observateur Palga de ce jeudi. Et toujours à la une de ce journal, restriction accès à Facebook. Le gouvernement est en droit d'opérer des régulations. Propos de Al-Kassoum Maïga, il est le porte-parole du gouvernement.
Jonassien, il nous faut des mines à capitaux burkinabés, lire débat. CAN 2021, le Ghana éliminé, l'Algérie au bord du gouffre. La Tunisie taclée par la Covid-19. Et à lire également le point complet du Conseil des ministres tenu hier. Procès Floribert Chebeya, l'impossible traçage de la chaîne criminelle. Voilà ce que nous propose l'observateur Palga. Et ça en est fini pour la lecture des différentes unes. Merci à toi Adèle. Et retour sur quelques sujets. Le premier, pour commencer, nous nous intéressons au grand point évoqué hier en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres tenu hier à Ouagadougou s'est attablé sur un certain nombre de dossiers. Le premier dossier, en tout cas, c'est ce qui concerne la révision de la plateforme e-Visa, parce que le gouvernement compte percevoir des droits ou des impôts via cette plateforme-là. La plateforme e-Visa, c'est une plateforme burkinabé qui permet aux étrangers qui demandent des visas pour le Burkina Faso d'avoir facilement le document, faire les transactions directement sur le site et faire les paiements également directement sur le site. Eh bien, le gouvernement annonce qu'il va percevoir des recettes donc relativement à cette plateforme, et également le gouvernement compte percevoir aussi des recettes sur les permis de séjour au Burkina Faso. Donc les entrées de visa et les permis de séjour au Burkina Faso feront l'objet de perception de recettes. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement, Al-Kassoum Maïga. Il faut dire que selon ses explications, l'adoption de ce décret vise à se conformer à la loi, une loi qui était donc déjà adoptée en 2015, et c'est relativement à cette loi-là que le gouvernement a adopté le décret en vue de se conformer et qui pourra également permettre de financer le budget de l'État. C'est ce que Al-Kassoum Maïga a dit. L'autre point du Conseil des ministres, c'est la révision du partenariat public-privé, les PPP. Les PPP qui ont été donc votés à travers une loi sous Salifou Diallo, l'ex-président de l'Assemblée nationale, regretté aujourd'hui. Et donc, le gouvernement a voulu donc revoir le système PPP au Burkina Faso, et un décret a été adopté sur ce plan. Il s'agit donc de la création d'un centre de ressources et d'expertise en vue d'accompagner donc les acteurs impliqués dans le processus PPP. Et puis, le gouvernement, au sortir de ce Conseil des ministres, a félicité les étalons pour leur qualification. Ça a fait l'objet d'une communication orale faite par le ministre en charge des sports. Et le gouvernement a félicité les étalons pour leur qualification 8e de finale et leur a souhaité beaucoup de courage et beaucoup de chance pour la suite. Le gouvernement a aussi félicité des enseignants-chercheurs qui ont participé à la 43e session du CAMES, et le Burkina est sorti en tout cas avec un taux de réussite à applaudir, parce que 95% du taux de réussite avec les candidats présentés, et le gouvernement a félicité donc ses fils pour ces résultats. Voici résumé le Conseil des ministres d'hier. Et puis bien sûr, hein, comme il fallait s'y attendre, les journalistes n'ont pas loupé l'occasion quand même de revenir sur cette coupure de Internet et surtout du réseau social Facebook. Et le porte-parole a donné quand même quelques explications. Oui, des explications pour dire au Burkinabé de ne pas toujours s'attendre à des explications si de telles situations venaient à se reproduire. Al-Kassoum Maïga, qui a été un peu plus clair hier face aux journalistes, il a dit que c'est pour des raisons de sécurité, pour des raisons de situation nationale. Il a d'ailleurs rappelé que ce n'est pas la première fois que Internet est coupé au Burkina Faso. Et si la situation oblige qu'on coupe encore Internet mobile, eh bien, il faudrait s'y habituer, parce que selon ses dires, l'intérêt supérieur de la nation devrait primer sur l'intérêt particulier donc des Burkinabés. Et Al-Kassoum Maïga qui dit qu'il ne faudrait pas forcément s'attendre à des justificatifs ou à des explications.
c'est le droit aussi du gouvernement de prendre cette décision au regard de la situation. Et il a dit, si on avait le choix entre laisser l'insécurité perdurer et puis avoir un minimum de restrictions de liberté, je pense que pour l'intérêt supérieur de la nation, c'est de restreindre les libertés pour en tout cas mener le combat qui s'impose à nous. Moi, pour cette actualité, j'ai l'impression que les Burkinabés veulent en même temps deux choses, une chose et son contraire. On veut la démocratie, on veut s'exprimer, on dit en même temps qu'on est en temps de guerre, on est en temps de combat, mais en même temps, on ne veut pas s'adapter en situation de guerre. Donc, c'est compliqué. Si on veut mener le combat, qu'on y aille avec toutes les mesures qui s'imposent à nous. Si on ne veut pas, eh bien, c'est une autre chose également. Mais je pense que le gouvernement a pris la responsabilité de vraiment restreindre les libertés. C'est un droit pour les Burkinabés de s'informer, mais je pense que si une situation s'impose à la nation, il faudrait aussi que les mesures suivent. C'est vrai que aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui s'informent via les réseaux sociaux. C'est un droit pour les citoyens. D'autres personnes également font des activités économiques via Internet. Vous avez vu la sortie des commerçants qui sont sortis pour dénoncer la situation parce que c'est vraiment leur business qui est taraudé par cette situation. Et il faut une porte de sortie. Savane Média, dans ce cadre-là, réalisé un reportage avec un entrepreneur qui écoule également ses produits à travers Internet. Et ça fait également un coup dur pour l'économie. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut? Si la situation s'impose, il faudrait aussi qu'on suive, de sorte à ce que le gouvernement aussi donne des explications, parce que ce qui a marqué, c'est que l'explication officielle n'est pas venue. Et ça vient tard, généralement. On fait face à la situation. On oblige, en fait, notamment les autorités à répondre. À donner l'information, oui. Et ça, il faudrait peut-être que le gouvernement revoie. Si le gouvernement décide de prendre ses responsabilités vis-à-vis d'une situation, il faudrait aussi que l'explication suive. C'est le droit du gouvernement de restreindre les libertés, mais c'est aussi le droit des citoyens d'avoir des explications. Bien sûr. Écoute, voilà. Adèle, si on te dit qu'on coupe pas seulement Facebook, tous les réseaux sociaux sur le territoire burkinabé pour 1 mois et qu'au sortir de ces 1 mois-là, on pourrait quand même sécuriser plus de Burkina. Je pense que les Burkinabés même seront d'accord. Mais est-ce qu'après, on vous explique avant ce que... On n'a pas besoin d'aller quand même dans le fond des choses. Mais si, par exemple, il y avait eu une annonce pour dire à partir du 10 janvier ou du 2 janvier, voilà ce qui va se passer. Tout à fait. On va juste, vous allez constater ceci et cela. Donc, soyez rassurés, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Vraiment, un communiqué peut-être pas assez explicite, mais quand même, ça informe. Voilà. Et je pense que ça allait être mieux et les gens allaient prendre leurs dispositions, publier sur leur page, dire voilà, vous ne pouvez plus nous joindre ceci, comme ça, mais quand même, allez-y vers cela. Je ne sais pas, informer aussi la clientèle. Mais est-ce que si après aussi ça reste comme ça, après c'est la presse qui harcèle avec les questions, ce sont les Burkinabés et à un moment donné... Le porte-parole est obligé de lâcher quelque chose. Ça aussi, c'est pas intéressant. Ce n'est pas évident. Ça permet justement de prendre des dispositions à vue de chercher d'autres alternatives pour ceux qui font du business via Internet. Donc, ça permet de prendre des dispositions à vue d'aller vers d'autres alternatives. C'est ça. En même temps, quand ça ne se fait pas comme vous l'avez dit, ça a tendance à être comme de l'abus. Il y en a qui pensent que le gouvernement abuse et parce que l'information n'a pas été donnée à temps. Vous avez vu que quand ça a été coupé, on a vite pensé aux sanctions prises contre le Mali parce que le chef de l'État a participé au sommet à Accra. Après, on a appris qu'il y a un coup d'État qui a été déjoué à travers un communiqué de l'état-major. Après, également, c'est le silence total jusqu'à ce que, au Conseil des ministres hier, le porte-parole du gouvernement donne enfin
un semblant d'explication. Donc c'est vrai qu'on comprend la situation, mais il faudrait également que l'explication suive. On ne demande pas au gouvernement de s'expliquer sur toutes les mesures qu'il prend. Si la situation s'impose, il faudrait que les mesures également suivent. C'est ce que demandent d'ailleurs les Burkinabés qui pensaient que le gouvernement avait assez duré sur la question en ne prenant pas des mesures fortes. Mais quand ça arrive également, il faut qu'on accepte, quoi. D'accord. Voilà. Alors, troisième sujet, là, on va s'intéresser donc au CISC qui sera primé, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. L'information a circulé et c'est le secrétaire général du CISC, le CISC qui est le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Le secrétaire général donc, du CISC sera primé. Il va recevoir bientôt le prix. C'est un prix Nobel international sur la défense des droits humains. Alors, docteur Daouda Diallo ne sera pas seul, il sera également primé avec d'autres personnes et l'information a été donnée, c'est le prix Martin Hénal ou le prix Nobel international des défenses des droits humains que le docteur Daouda Diallo va recevoir parce qu'il a milité pour le respect des droits humains au Burkina Faso à travers le CISC qui s'est fait connaître à travers le drame ou après le drame de Yirgou qui a fait un certain nombre de morts. Le gouvernement qui a donné le chiffre officiel, le CISC qui est venu après avec un autre chiffre un peu plus élevé que le chiffre donné par le gouvernement et qui demande jusqu'à présent que justice soit faite pour Yirgou après le drame, qu'on connaisse ce qui s'est passé et que ceux qui ont fait ça soient punis. Et c'est toujours le combat que mène le CISC qui est contre la stigmatisation des communautés, qui a d'ailleurs fait plusieurs activités, mené des activités dans ce sens au Burkina Faso, dans plusieurs localités, afin que les droits humains puissent être respectés, pas seulement les droits d'une certaine communauté, mais selon le CISC, le combat, c'est que ceux qui se sentent comme minorité ne le soient pas, les ethnies qui se sentent lésées ne le sentent plus, pour que toutes les ethnies vivent en parfaite harmonie au Burkina Faso. On va dire félicitations au docteur Daouda Diallo pour le combat mené et on espère le recevoir pour en parler. D'accord. Le recevoir certainement à nouveau, parce qu'on se rappelle que pour ce mois de janvier, on l'a reçu quand il préparait avec son groupe la commémoration de l'an 3 du drame de Yirgou. Tout à fait. Alors, Adèle, pour terminer, nous parlons de cette actualité des soldats de Barkhane blessés. L'information a circulé pratiquement hier sur les réseaux sociaux. L'information a été relayée par d'autres médias avant d'être confirmée par l'état-major des armées françaises. Eh bien, il s'agit d'un véhicule de Barkhane qui a sauté sur une mine à l'aérodrome de Ouadjigouya. C'est un véhicule tout-terrain qui a sauté sur un engin explosif improvisé et le bilan officiel donné par l'état-major fait état donc de 4 soldats blessés, dont un grièvement. Au premier instant, on avait parlé d'un soldat tué, un soldat français tué et 4 autres blessés. Mais dans le communiqué de l'état-major, on parle plutôt de 4 blessés, dont un grièvement. Des blessés qui ont été immédiatement évacués, selon toujours le communiqué, vers Gao pour des soins plus appropriés. Et l'état-major qui indique également que ceux qui le mériteraient seraient donc évacués. Je pense que le communiqué parle des blessés. Si la situation nécessite une évacuation, ça sera fait. Il faut rappeler également que l'aérodrome de Ouadjigouya a été dynamité la semaine dernière, le jeudi passé exactement, par des hommes armés non identifiés. Selon les informations, ces hommes armés-là ont profité de la nuit pour pénétrer la ville de Ouadjigouya et ils se sont dirigés donc vers le bâtiment administratif qui abrite le service de la météorologie et l'aérogare. Et c'est là-bas qu'ils ont dynamité le site avant de détruire d'autres matériels, des conteneurs notamment qui étaient sur le site et d'autres matériels qui étaient sur le site de l'aérodrome. Et donc c'est après ce dynamitage-là que le soldat, le véhicule de Barkhane a sauté
sur la mine. L'inquiétude, c'est qu'on a l'impression que Wayuguya, qui est proche de Titao, vous connaissez bien la situation sécuritaire, on a l'impression que Wayuguya est en train d'être miné, mais vraiment pas des hommes armés, parce qu'il y a des mouvements, voilà, il y a des mouvements d'hommes armés vers la ville de Wayuguya. Et c'est ça vraiment l'inquiétude. Ça veut dire que la progression des groupes armés se fait encore plus vers les villes, vers les centres urbains. Et c'est ça qui est inquiétant. On aurait souhaité que dès les zones où ils sont, que vraiment l'assaut vienne de là, qu'on en finisse. Voilà, pour que les populations qui sont également dans ces zones reculées là ne vivent plus ces situations et que les zones qui ne sont pas touchées ne le soient pas. Quand je pense qu'il y a des déplacés qui quittent Titao, d'autres localités pour Wayuguya, parce qu'ils se disent que là-bas, il y a plus sécurisé. Et si après on apprend ces nouvelles-là, ça dit qu'ils avancent en fait. Bon, c'est dommage. Bon, on espère que des mesures vont suivre. Wayuguya, qui est un centre quand même urbain, on espère que les escadrons ou les pieds-à-terre des soldats burkinabés qui sont vraiment mèneront le combat et que on pourrait avoir la victoire. Merci à toi. Merci. Poursuivons avec cette émission et pour aujourd'hui, nous allons vous proposer de suivre un entretien en rediffusion. Il s'agit donc de l'entretien avec le Dawel Naba Boualga, donc chef de Sabonné, ambassadeur de la paix du REFOP Burkina. Nous vous invitons à suivre cet entretien. Nous avons parlé de champ lexical et de champ sémantique à utiliser surtout en temps donc de guerre, en temps d'insécurité et pour ne pas frustrer donc nos voisins ou nos amis ou encore les autres ethnies. Nous allons vous inviter à suivre cet entretien et on revient pour la suite avec d'autres invités. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le Naba Boualga de Dawilgué, chef donc de Dawilgué, et il est par ailleurs le président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. Bonjour à vous, Naba Boualga. Oui, bonjour madame. Merci d'être sur notre plateau. Il n'y a pas de quoi, c'est une chose normale que de venir honorer votre invitation. Naba Boualga, il faut le rappeler, est ancien journaliste émérite d'ailleurs. Il a été directeur donc des éditions Citoyens. Alors, avec notre invité aujourd'hui, nous parlons de la contribution qu'il a faite en octobre 2021 dans le cadre des contributions au renforcement de l'unité nationale. Dans cette contribution, il relève des mots et expressions proscrits, du moins c'est pour renforcer les liens entre les citoyens burkinabés. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant, question d'actualité, on sait que nous débutons l'année 2022. Naba, quels sont vos vœux pour l'année 2022? Oui, merci. Mes vœux consistent tout simplement à ce que nous implorions, n'est-ce pas, la providence pour que, en fait, notre vivre ensemble se renforce et que nous implorions également la providence pour que nous puissions donc disposer, n'est-ce pas, d'une santé de fer afin de pouvoir effectivement contribuer au renforcement de cette cohésion sociale, au renforcement de ce vivre ensemble, parce que comme vous le savez, la santé, n'est-ce pas, c'est le premier capital. Sans la santé, vous ne pouvez acquérir aucun capital. Et si vous n'avez pas la santé, vous risquez, n'est-ce pas, d'utiliser tous les autres capitaux que vous avez, et ce n'est pas évident que vous allez les recouvrir. Donc, de ce point de vue, je pense que la santé est première. Et enfin, je pense qu'il faut que nous soyons beaucoup plus transparents, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus communicatifs les uns envers les autres, de manière à nous connaître davantage. Parce que quand vous connaissez quelqu'un, quand vous connaissez une communauté, il y a beaucoup de barrières qui tombent. Voilà mon vœu. Merci pour ces vœux. Question d'actualité, pour commencer, vous avez suivi certainement l'actualité, la déclaration de politique générale du Premier ministre Lassina Zerbo à l'Assemblée nationale, qui a été investi par la majorité, en tout cas des députés. Comment vous avez trouvé son discours? Il dit aujourd'hui avoir des stratégies pour lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme, même s'il dit qu'il ne peut pas dévoiler donc, les stratégies militaires. Mais comment vous avez trouvé son discours dans l'ensemble? Oui, moi je l'ai trouvé intéressant
dans la mesure où il a décliné des axes qui en réalité correspondent exactement à mes préoccupations. Et ces actes-là, on peut les résumer, n'est-ce pas, à la lutte qu'il faut livrer contre l'insécurité. Alors, et au-delà, n'est-ce pas, des aspects militaires, je crois qu'il a intégré des aspects sociaux, il a intégré des aspects économiques, et je crois que ça, c'est important. Il est important également de noter qu'il a relevé qu'aujourd'hui, la lutte, n'est-ce pas, pour une meilleure gouvernance, le combat pour une meilleure gouvernance, n'est-ce pas, fait partie de ses préoccupations. Et notamment, il a parlé naturellement de la lutte contre la corruption, mais moi je parle plutôt de lutte pour une meilleure gouvernance, parce qu'en réalité, nous autres citoyens ordinaires, nous nous attendons à ce que, n'est-ce pas, ceux qui nous dirigent fassent preuve de transparence, fassent preuve de rigueur, fassent preuve de sévérité. Mais quand nous nous mirons, chacun doit reconnaître qu'à son niveau, il y a également cet effort à faire. Et donc, si on n'arrive pas à faire cet effort, à accomplir cet effort à un niveau individuel, eh bien, le jour où, par exemple, nous serons élevés au rang de ministre ou au rang de directeur général ou je ne sais pas quoi, vous pensez qu'on peut changer de but en blanc? Donc, autant les citoyens ont raison d'attendre que les autorités, d'exiger des autorités une bien meilleure gouvernance, autant au quotidien, on doit le voir, il doit avoir effectivement le souci de bien se comporter en société, de respecter les lois, de respecter les mœurs. Et là, si vous regardez dans la circulation, vous apercevrez que ce que nous exigeons en réalité des gouvernants, nous ne sommes pas prêts en fait à mettre ça en œuvre. Au cours du mois d'octobre 2021, vous avez fait une communication, une contribution qui porte sur le bannissement d'un certain nombre d'expressions ou de mots que nous utilisons au quotidien dans nos causeries, dans nos discussions. Déjà, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire cette communication, à faire cette contribution? Bien, en ce qui me concerne, il faut d'abord dire que je suis également ambassadeur de la paix du REFOP. Le REFOP, c'est le réseau des femmes de foi pour la paix au Burkina. Alors moi, j'ai été honoré dans ce sens. Avant ça, j'ai été lauréat, n'est-ce pas, des prix Pierre Kouni, donc de l'artiste Théo Bamos. Alors donc, du coup, c'est quelque part aussi ce que nous faisons. Quand je dis nous, il y a notre association, l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. Bon, il y a également au quotidien ce que Sa Majesté le Mongo Naba, en fait, qui m'a intronisé chef de mon village, exige, par exemple, de nous. Donc, dès que, effectivement, vous êtes dans cette dynamique et que, par ailleurs, du point de vue universitaire, vous êtes communicateur et vous êtes socio-anthropologue, ça vous donne les éléments nécessaires pour aborder un certain nombre de questions qui constituent quelque part les nœuds des problèmes que nous vivons. Donc, de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup inspiré. Et au passage, je dois dire que je ne suis pas le seul ambassadeur de la paix que le REFOP a identifié. Moi, c'est en tant que chef traditionnel. Il y a aussi l'imam Ilboudo Alidou, qui a été donc désigné comme ambassadeur de la paix. Et il y a le pasteur Simon Ramdé. Et il y a enfin l'abbé Albert-Étienne Kaboré, donc, qui a également été identifié. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas évoquer ces questions sans penser à eux. Maintenant, tout cela a contribué. Et quand on regarde et on écoute, en tant que communicateur et en tant que socio-anthropologue, donc assez familier de l'analyse de contenu, par exemple, l'analyse de contenu des textes et des concepts, on en arrive, n'est-ce pas, à prendre du recul. On doit prendre du recul pour essayer, en fait, de comprendre, parce que il y a effectivement des champs lexicaux, il y a des champs sémantiques. Bon, ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, c'est simple. Quand on parle de champ lexical, ça veut dire que c'est différents mots, en fait, qui sont synonymes, qui ont la même signification. Si on dit une demeure, et on dit une maison. En fait, ce sont des synonymes. Donc, c'est en fait un même champ lexical, parce que c'est des synonymes. Si on dit le champ sémantique, c'est par exemple un mot, par exemple, qui peut avoir plusieurs significations. Donc, si vous prenez le mot, la boisson alcoolisée, bière, c'est exactement le même mot que l'on utilise pour dire bière en tant que cercueil. Donc, le cercueil aussi, la mise en bière, c'est-à-dire la mise en cercueil.
Donc ça veut dire, si vous prenez le même mot, c'est le même mot mais qui a deux sens. Donc c'est le champ sémantique. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un sens, il y a plus d'un sens dans ce mot. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. Et si on ramène ça à nos préoccupations vraiment à l'ordre du jour, vous prenez par exemple le amoré, bon, la langue que je connais, bon, le mieux. Bon, donc si vous prenez amoré, il faut que vous considérez amoré. Si on dit un moira, mais c'est effectivement le singulier de Mosé, donc c'est la personne. Ça, mais amoré, si on dit celui-là est un moira, alors qu'il est effectivement un moira, ça veut dire qu'il n'a pas été circoncis. Donc le champ, par exemple, sémantique ici, comporte deux significations. Alors, donc le Mouara qui est, voilà le singulier de Mosé, le groupe ethnique, et puis le Mouara qui n'est pas circoncis, donc on dit, ben lui là même c'est un Mouara, c'est pas la peine, il ne peut pas causer avec nous. Donc, et là, il y a un côté péjoratif, bien entendu. Alors, donc, il y a un côté péjoratif, tandis que si vous dites que vous êtes un Mouara ou une Mouara, il y a un côté mélioratif. Donc, de ce point de vue-là, si on n'arrive pas à identifier ces subtilités, on peut, par exemple, être amené à tenir des propos et des discours qui, en réalité, et mettre à mal, n'est-ce pas, la cohésion sociale. Donc, voilà, on peut donner beaucoup plus de précision. Nous allons revenir sur les exemples plus tard. Mais là, vous n'accusez pas des communautés, mais vous accusez plutôt une certaine élite qui emploie souvent des mots aussi qui peuvent choquer. Oui, en réalité, dans nos communautés, quelle que soit la communauté, quand on porte un regard sur une autre communauté, il y a toujours des aspects péjoratifs, à des degrés divers. Ça, dans toutes les communautés, c'est clair. Les régions aussi, c'est pareil. Bon, vous prenez les Moussés, quand on dit, voilà, les Taunassés, c'est-à-dire les Moussés de l'Ouest, là, dans le Bulkimde, c'est péjoratif. Alors, donc, et quand on dit, les gens de Ouaga, par exemple, bon, leur caractère Ouaga, là, est sujet à caution, c'est pas évident qu'ils soient des Moussés. Ça, ce sont nos parents du Yatenga qui nous disent ça. Bon, nous aussi, on leur dit, bon, quand on écoute leur moré, ça, c'est pas du moré, hein. Ça ressemble plutôt à la langue à une langue de la région, là-bas. Donc, du coup, on porte un regard sur l'autre. Ça, c'est compréhensible et c'est quelque part normal, entre guillemets. Pourquoi c'est normal? Parce que nous sommes des humains et dans nos communautés là, ça fait partie des normes. Maintenant, si on dépasse nos communautés, si on s'élève au-dessus de nos communautés et on voit la question là à travers l'État, ce n'est plus une norme qu'il faut valoriser. Voilà, ce n'est plus une norme qu'il faut valoriser, c'est plutôt des choses, il faut trouver des concepts ou des expressions de substitution. Il faut remplacer cela. Alors donc, de ce point de vue, et maintenant les élites doivent être les porteurs. Quand on dit les élites, les gens voient que ceux qui sont allés à l'école, c'est pas seulement eux là. C'est tous ceux qui sont détenteurs d'un pouvoir, qu'il soit économique, qu'il soit culturel, qu'il soit religieux, qu'il soit politique, qu'il soit administratif. Nous sommes tous, ou bien traditionnels, nous sommes tous dans le même panier. Alors, parce que notre parole, ce que nous disons, même si ce n'est pas une vérité coranique ou une vérité biblique, ça y ressemble parce que nous nous adressons à beaucoup de personnes. Et quand on s'adresse à beaucoup de personnes, bon, eh bien, le langage aussi, qui doit aller dans la perspective du renforcement de l'État, doit être en adéquation, n'est-ce pas, avec ce que nous voulons, ce que nous visons, ce que nous avons comme objectif de construction de l'État-nation. Si on ne le fait pas, en réalité, et on raisonne, comme moi dans mon village, si vous arrivez, si quelqu'un vous insulte, oui, les Samo, c'est pas la peine, bon, là encore, c'est plutôt comme des parents à plaisanterie, ça peut se comprendre. Mais si on arrive, on va peut-être essayer d'utiliser des mots stigmatisants vis-à-vis de certaines communautés. On peut encore comprendre parce que celui-là, il n'a pas quitté son village, donc il ne comprend pas. Mais nous autres, ou en tout cas les opérateurs économiques, ou les religieux, etc., qui sommes entrés en contact avec beaucoup de communautés, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de régions, nous devrions avoir un esprit beaucoup plus ouvert et prendre davantage de recul pour apprécier les choses et non pas simplement aller dans le sens du commun, dans le sens commun. Voilà.
Merci. Alors, je souhaite quand même qu'on revienne à l'élite. Vous avez cité beaucoup d'exemples. L'élite, on retrouve l'élite un peu partout. Hein. Et maintenant, quel doit être le rôle de l'élite pour peut-être aller vers un vocabulaire amélioratif au lieu peut-être de mettre mal à l'aise en utilisant un autre vocabulaire? Moi, je veux vous prendre des exemples concrets. Donc, parce que il y a, grâce justement au REFOP et à ses partenaires, il y a un atelier que nous avons donc organisé donc, en décembre, et ça réunit par exemple les différentes communautés religieuses, ça réunit également des femmes, des jeunes, des anciens, des chefs traditionnels. Et puis, à partir de là, il y avait les foulaphones, il y avait les dulaphones, il y avait les moréphones. Et on a dans les groupes de travail, par exemple des foulaphones, on a dit très bien, il faudrait peut-être trouver des mots en fulfulde, par exemple, qui peuvent paraître stigmatisants aux yeux, par exemple, des autres communautés. Alors, et les autres aussi, les moréphones et les dulaphones étaient également soumis à cet exercice. Et ensuite, il faudrait proposer, par exemple, des mots, par exemple, de substitution qui soient amélioratifs, ou en tout cas des périphrases qui amènent à éviter d'utiliser certains mots à la place d'autres. Alors, et quand on est arrivé là, vous voyez, moi, si vous prenez par exemple les Peuls, on va dire, oh là là, dans beaucoup de groupes ethniques, on va dire, ah oui, oui, ces gens-là, c'est des Mwamba, c'est des singes. Je suis très concret, hein. Alors, moi, si vous me regardez, alors, mes oreilles, c'est des oreilles de singe. Alors, si vous regardez ma bouche, et mon nez, c'est un nez de gorille. Et les oreilles, c'est le macaque. Et oui, et la bouche, c'est le ouistiti. Pourquoi on dit ça? Parce qu'à tous autant que nous sommes là, le singe, c'est un de nos parents. Parce que le macaque, il est de teint clair, il a un nez qui n'est pas épaté. Par contre, le gorille, c'est le contraire. Mais, donc, nous sommes tous des singes, en réalité, à des degrés divers. Donc, si vous dites ça, alors que vous appartenez à l'élite, et vous avez la capacité de comprendre, et vous vous situez, vous lancez dans la logique de ceux qui ne comprennent pas, mais ce n'est pas du tout bien. Alors, donc, en Occident, on nous traite de singes, n'est-ce pas? Donc, de ce point de vue-là, ça veut dire que tout le monde est un singe à des degrés divers. Donc, on doit faire comprendre ça, en fait, à nos parents. Quand on dit Woroni et Moré, c'est le gorille. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut aussi le dire. Bon, et ensuite, quand vous dites... Il faut plutôt dire quoi, Anaba? Bon, il faut, par exemple, dire qu'en fait, nous sommes tous des singes à des degrés divers. Okay. Et vous prenez des exemples. C'est clair, si vous prenez des exemples, personne ne peut contester cela. Mais si vous ne prenez pas d'exemple pour illustrer vos propos, mais il ne faut pas demander, par exemple, à nos parents qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas suffisamment ouverts au monde, en tout cas pas autant que nous, bon, de comprendre les choses. Alors donc, il faut donc proscrire, dire, ah, attention, il ne faut pas traiter les Peuls, par exemple, de Mwamba, parce que nous-mêmes là, nous sommes des Mwamsé. Donc, et la synthèse, et comme vous le savez plus ou moins, bon, moi je suis le fruit d'une synthèse d'un certain nombre de groupes ethniques, dont les Peuls, donc de ce point de vue, ça peut quelque part aussi se comprendre. Quand vous tenez ce discours en tant que chef traditionnel, en tant que chef religieux, en tant que responsable politique, alors ça se comprend. Le deuxième exemple, n'est-ce pas, que l'on peut aussi dire, quand vous dites, par exemple, à Moré, on dit, ah, lui là c'est un Garnenga, parce que c'est le Nopatopé. Quand on ne comprend pas une langue, on a l'impression, comme les Grecs le disaient, oh, c'est des barbares, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, etc. Est-ce que c'est parce qu'on ne comprend pas que c'est barbare? Si on dit que c'est parce qu'on ne comprend pas que c'est barbare, ça veut dire qu'on utilise les lunettes de sa propre communauté pour regarder les autres. Et ce n'est pas objectif, de toute façon. Donc, il y a ce qu'on appelle en sociologie un obstacle épistémologique. Donc, le Garnenga, là, c'est pour simplement dire s'il y a un groupe ethnique. Par exemple, prenons les Peuls, prenons les Bobos, prenons les Gouroussis, etc., etc. Ben, on dira, eh bien, voici je ne comprends pas la langue, mais ça ressemble quand même au Goudmanchema, mais pas dire, par exemple, Garnenga. Alors, donc, nous, on peut le dire au Sana, qui est le pluriel de sang, c'est-à-dire les Samo, ceux que nous appelons Samo, en fait, c'est des sangs. Et la langue, donc, c'est également le sang, et le pluriel, ce sont les Sana. Nous, on peut le dire.
les Mosses peuvent le dire. En tant que parent, oui, tout à fait. Mais quelqu'un d'autre ne devrait pas, en réalité, le dire dans sa langue. Parce que là, ça devient tout à fait autre chose. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas employer, par exemple, ces mots-là. Et en Djoula, quand vous dites Boyorodien, bon, quelque part, eh bien, il y a véritablement un problème. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais avec un contenu fortement péjoratif. Et enfin, vous me le permettrez, en Fulfulde, si vous dites cadeau, hein, par exemple, ça veut dire que c'est tout ce qui n'est pas peul, alors tout ce qui est nègre, tout ce qui n'est pas une peau, j'allais dire, oui, tout ce qui est foncé, on va dire foncé, voilà, okay. Tout à fait. Donc ça, et là, moi je n'invente rien, hein, ça fait l'objet de discussions entre nous lors de l'atelier. Donc ça mérite d'être dit, ça mérite d'être connu, et donc, et ce que moi, et ma contribution à laquelle vous faites allusion, ça a été une réflexion en aval, de manière à servir de matière première, bon, à ces activités-là. Et là, effectivement, on a fait un exposé, voilà, sur cette contribution-là. C'est assez d'exemples. Moi, j'ai relevé justement diaspo, les termes comme diaspo ou nous du centre, étranger, mon frère, ma soeur, mon parent. Pour vous, ces expressions sont des expressions à problème et il faut les éviter tout simplement. Mais absolument, absolument. Et donc, peut-être que si vous donnez les références, s'il y avait, moi je ne me souviens plus de l'écrit est assez long, hein, je ne l'ai pas sur moi ici. Absolument. non, mais c'est pour dire que de toute façon, il n'y a qu'à aller sur les moteurs de recherche, dont je ne ferai pas la publicité ici, et puis vous écrivez, et voilà, les mots-clés que vous voulez, et puis l'article va sortir. Effectivement, quand vous dites, quand moi je suis avec vous, vous dites, ah, mon parent, il y a 4-5 personnes. Mais les autres là sont supposés ne pas être vos parents, et ils sont qui? Alors, donc de ce point de vue, c'est un problème. Alors, maintenant peut-être qu'il ne faut pas exagérer, mais il faut déjà se prémunir. Il faut déjà que les gens y pensent. Parce que c'est pas méchant de dire, ah, mon frère, mon parent, ma soeur, ma parente, etc. A priori, c'est pas mauvais. Mais quand ça évolue, même l'affaire de Ouamba, mais au départ, selon ce qu'on nous a dit, c'était pas forcément méchant. Mais quand vous êtes un groupe ethnique, par exemple, avec un poids démographique certain, quand vous le dites avec insistance, à un moment donné, naturellement, ça ne peut pas ne pas poser problème. Alors donc, et de ce point de vue, la responsabilité incombe surtout aux principaux, par exemple, groupes socio-ethniques, de revisiter. Et c'est pour ça que nous avons proposé au REFOP qu'une étude soit menée sur ces champs lexicaux et ces champs sémantiques des principales langues du Burkina. Et puis ensuite, on pourrait proposer des concepts, n'est-ce pas, de substitution, et puis en faire la publicité à travers, par exemple, pas la publicité, mais informer les gens à travers des capsules d'1 minute, de 2 minutes, et nous sommes dans cette dynamique. On est à la recherche, n'est-ce pas, d'un soutien, mais je pense que les belles idées finissent, n'est-ce pas, par trouver preneur. Donc, moi, je suis optimiste. Et pour revenir à ceux qui doivent changer leur façon de faire, vous évoquez des lobbies tapis dans l'ombre qui voudraient dominer d'autres personnes et d'autres communautés. Oui, mais il ne faut pas se le cacher. Par exemple, si vous écoutez, heureusement on l'entend de moins en moins, les discours de certains politiques, et ça, la responsabilité revient prioritairement, en fait, aux politiques. Parce que c'est eux qui ont, quand je dis politique, c'est aussi bien ceux qui nous gouvernent que ceux qui ont pour programme, n'est-ce pas, de conquérir et de gérer le pouvoir d'État à notre profit. Donc, tout le monde est mis dans le même sac. C'est leur discours qu'ils doivent raboter, qu'ils doivent adapter. Donc ça, c'est d'abord eux. Et on a entendu. Vous avez cité un exemple d'un homme politique que vous n'avez pas voulu citer. Oui, mais, mais c'est connu, mais je pense qu'il a tiré les leçons. Docteur Abassé Ouedraogo. Bon, je pense qu'il a tiré les leçons. Bon, et que bon, ça peut nous arriver. Peut-être que demain, moi-même, je vais tomber dans ce piège. On ne sait jamais. Donc, quand effectivement on porte une appréciation, un jugement sur quelqu'un, il faut très vite se dire que, en tant qu'humain aussi, même si ce n'est pas dans le même registre là, j'ai pu aussi commettre des erreurs sur d'autres registres, et donc de ce point de vue, il faut relativiser. Et donc les politiques, c'est important. Les religieux, c'est particulièrement important.
Alors, donc, et ça, et les chefs traditionnels, c'est également pareil. Alors, donc, je ne veux pas citer les autres, mais ils sont également concernés. Je parle des artistes, je parle des opérateurs économiques, nous-mêmes communicateurs, parce que nous sommes des leaders d'opinion. Alors, et ça, et les gens les écoutent et adaptent plus ou moins leur discours à la manière dont nous nous exprimons et au contenu de nos idées. Vous dites que le poids ethnique, l'importance confessionnelle, la fortune, la détention de la science ou de la technique ne confèrent aucun droit au groupe. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir en termes clairs que si, par exemple, les Mossé disent, bon, nous sommes le groupe ethnique le majoritaire, c'est nous qui devons diriger le pays. Il n'y a pas de Burkina. Soyons sérieux. Ah, et quand on regarde ce que nos ascendants là, on fait comme travail pour que ce pays soit ce qu'il soit, au-delà des différences ethniques, au-delà des différences régionales, au-delà des différences religieuses, c'est pas à nous de venir vendanger ça. Ensuite, si par exemple, voilà, certains, par exemple, je prends par exemple l'exemple de certains musulmans, disent, ah, nous sommes majoritaires, on doit diriger ce pays. Ah, ça ne va pas. Ensuite, si les chrétiens disent, nous là, les autres ne connaissent rien, la crème là de la société c'est nous, parce que nous sommes les plus instruits, donc, alors que pour un wagon, pour un train, j'ai dit ça, pour un train, il faut seulement une locomotive pour conduire le train, même s'il y a 500 wagons. Donc nous là, c'est nous qui devons diriger le pays. Personne d'autre ne doit mettre sa main dedans. Alors, ça pose problème. Alors, ou bien les gens disent, ah, nous du centre, parce que bon, les Mossé du centre, en tout cas, je crois que ils sont les plus nombreux. Ils disent, ah oui, c'est nous, les gars du Yatenga, même, c'est pas la peine. Eh oui, les gens de Tinkourgo, bon, ce sont nos ancêtres, mais bon, c'est pas la peine, c'est la portion congrue. On dit, ah, les gens de Bousma, là, c'est... Mais ça ne va pas. Donc, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. Et ce que je dis, en réalité, vous écoutez, mais vous allez entendre cela. Et si c'est le vulgum pecus, c'est-à-dire que c'est Tartampion qui dit ça, et quelqu'un entend et il étouffe ça très rapidement, ça n'ira pas loin. Mais si le commun des mortels continue à répéter, c'est que quelque part, il y a des gens qui, soit par leur silence, ça c'est dans le meilleur des cas, ne font pas, ne relèvent pas, ne disent pas que ça là c'est pas bon, soit par complicité. Il ne faut pas se le cacher. Alors, et quand vous prenez les différents groupes ethniques, il faut se le dire. Et même les caractérisations faciles que l'on colle sur certains groupes ethniques, ce sont des caractérisations, et il faut aller chercher ça dans l'histoire, le comportement de chacun de nous. En tant qu'appartenant à un groupe socio-communautaire, c'est intimement lié à son histoire, à l'histoire de ce groupe communautaire. Et si on va chercher, on comprendra que parfois, ce que l'on critique beaucoup, c'est en réaction face à une certaine oppression. Et aujourd'hui, ça ne doit plus avoir droit de citer. Malheureusement, les changements de comportement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça ne survient pas du jour au lendemain. C'est un long processus. Donc, il faut que nous revisitions la façon dont nous regardons les autres et qu'en ce moment-là, et puis faire preuve davantage d'exemplarité et de modération dans nos propos. Est-ce que les expressions ou les mots mal inspirés ou mal employés ont des impacts négatifs sur la cohésion sociale ou le vivre ensemble? Surtout, nous sommes dans un contexte d'insécurité. Est-ce que ces expressions-là ont un impact négatif? Oui, absolument. Parce qu'en réalité, ce qui nous arrive aussi, il faut dire que ça fait l'objet d'une longue période, à mon sens, d'incubation. C'est pas du jour au lendemain. C'est que c'est pas un tonnerre comme ça, subite, dans un ciel bleu, calme, etc. Non, c'est pas possible. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Si vous prenez, par exemple, comment dirais-je, les questions d'ordre politique. Par exemple, il y a un élément. Les questions d'ordre culturel liées par exemple à la scolarisation, ça fait partie des éléments. Quand je dis la scolarisation, c'est pas pour dire, ah oui, ces gens-là, ils veulent pas aller à l'école, ce qui arrive, s'il y a peu de cadres, c'est peut-être parce que, etc., etc. Ça, c'est très facile.
quand on est un dirigeant, on doit aller chercher derrière ce qui nous est donné à voir et les causes réelles, en fait, du comportement, par exemple, des citoyens ou des groupes de citoyens. Si on n'a pas le profil, si on n'a pas la capacité de le faire, eh bien, il y a les chercheurs qui sont là, qui peuvent nous expliquer les mécanismes de fonctionnement, n'est-ce pas, de nos sociétés, éclairer l'autorité, faire des propositions afin que ça marche. Sinon, en réalité, c'est un raccourci que nous prenons juste parce que, bon, nous, on est là, on est tranquille, pas de problème, la nature a horreur du changement, l'être humain change difficilement, quand c'est nouveau, vraiment, il est parfois dépaysé. Donc, de ce point de vue-là, il faut aller au-delà de cela. Ensuite, il faut intégrer, par exemple, la question de la religion, c'est vrai, mais c'est peut-être une bannière, c'est pas forcément la religion. Sinon, en réalité, les différents groupes religieux se seraient affrontés. Alors donc, c'est pas forcément cela, et ce n'est pas uniquement cela. Et la solution n'est pas exclusivement militaire, mais la solution, n'est-ce pas? Il faut aller la chercher dans le domaine de la culture, il faut aller la chercher dans le domaine sur le plan social, et pas forcément économiquement, ok, mais ce n'est pas suffisant en réalité. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui s'imbriquent, qui s'enchevêtrent, et parfois ça devient complètement inextricable. Mais il ne faut pas prendre ça seulement sous un seul angle. Votre association a pour vocation de promouvoir la tolérance religieuse. On imagine qu'il est de plus en plus difficile pour vous, en tout cas, de mener vos missions quand on sait que nous sommes dans un contexte d'insécurité, d'attaques terroristes. Comment l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux arrive à mener toujours ces activités? Bon, en réalité, c'est parce que c'est difficile qu'on essaye. Parce que s'il n'y avait pas, si, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, et puis et tout le monde vivait dans le meilleur des mondes possibles, en réalité, notre association, peut-être qu'elle n'aurait pas existé, en tout cas pas sous cette forme. Parce que quand on demande, par exemple, à nos gouvernants de faire ceci ou de faire cela pour que nous venions à bout, n'est-ce pas, de ce qui nous arrive, de l'insécurité, il faut se poser la question. Et nous, si on exige de nos gouvernants de faire ci ou ça, alors nous là, posons-nous la question, qu'est-ce que nous devrons faire, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, voilà, pour apporter notre contribution. Parce que l'État, c'est aussi nous, même si nous ne sommes pas les représentants du point de vue démocratique, n'est-ce pas? Alors donc, ça veut dire que c'est pour ça que l'association a été créée. Nous avons donc 13 points focaux. Donc, dans toutes les 13 régions, nous avons des points focaux. Et les gens, ils travaillent. Il y a des activités qui sont menées, et qui sont médiatisées. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Mais ça veut dire que, par exemple, si vous faites cela, eh bien, quelque part, aussi bien du point de vue médiatique que du point de vue hors média, en fait, vous faites le travail et ça permet, en réalité, à chacun, ou en tout cas à nous autres, d'apporter notre modeste contribution. Alors, et pour terminer en ce sens, quand on dit qu'il faut revisiter les champs lexicaux et les champs sémantiques, naturellement, nous, nos points focaux qui sont dans les régions, quand ils s'approprient cela, dans leur discours, ils vont nécessairement faire preuve d'exemplarité et ça va faire mouche. Alors, et quand vous arrivez et puis vous utilisez certaines expressions au lieu, par exemple, d'autres, évidemment, non seulement ça sécurise vos points focaux, et puis le jour, sait-on jamais, peut-être qu'un jour, voilà, on va se retrouver, on va aller vers une réconciliation, etc., etc. Et vous posez déjà les jalons, n'est-ce pas, dans ce sens. Et c'est toujours bon, effectivement, c'est difficile, parce qu'on peut paraître avant-gardiste. Mais en réalité, c'est ce qu'il faut faire. Mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres associations qui font ce travail. Alors donc, de ce point de vue, eh bien, on peut espérer que ça va porter fruit. Et enfin, vous savez que, comme on le dit en moré, la sorcellerie de la bouche, là, est pire que la sorcellerie elle-même. Pour terminer, Naba Boualga, vous avez lancé un site web pour faire la promotion de nos traditions et de la chefferie. Comment ce site fonctionne? Alors, on a quelques difficultés sur ce plan qui sont en train d'être résorbées.
parce que en fait, c'est la chefferie. Donc, c'est les chefferies du Faso.com. Chefferie du Faso.com. D'accord, ça c'est l'adresse. Oui, ça c'est l'adresse. Chefferie du Faso.com. Voilà. Parce que ça, pourquoi il faut le faire? Parce qu'en réalité, les gens pensent que ça fonctionne, mais nous sommes en train de chercher, de constituer une équipe parce que il y a un certain nombre de problèmes liés effectivement à la mise à jour, à la collecte de l'information, etc., etc. Et bon, que je n'exposerai pas ici, mais en tout cas, le mois de février, bon, on doit voir effectivement les choses reprendre et nous ne serons pas mécontents de venir également, d'être invités pour effectivement en parler. Mais en attendant, bon, on se donne rendez-vous pour février. Alors donc, et ensuite, pourquoi les chefferies du Faso.com? Il y en a qui pensent que nos sociétés sont des, il y a des sociétés qui sont des sociétés acéphales, c'est-à-dire il n'y a pas de chef. Mais c'est faux. Il n'y a pas de société où il n'y a pas de chef. Maintenant, l'appellation peut différer d'une société à une autre. L'accoutrement peut être différent d'une société à une autre. L'étendue du pouvoir, des pouvoirs, peut ne pas être la même partout. Mais quand vous prenez, par exemple, un patriarche dans certaines sociétés, le plus vieux du village, mais c'est lui qui incarne le chef, c'est lui qui est le chef. Si vous prenez le chef religieux, par exemple, dans le Sahel, là où il n'y a pas par exemple, le représentant de l'émir, là où il n'y a pas un chef de village, c'est lui qui joue ce rôle. Si vous prenez un chef de terre, là où il n'y a pas un chef traditionnel, comme nous autres, c'est lui qui joue le rôle de chef. Donc, de ce point de vue-là, il faut se dire que ça existe. Donc, c'est pour faire la promotion, n'est-ce pas, de la chefferie, et essentiellement, les chefferies des sociétés les moins connues, ou celles qui sont insuffisamment connues, ou mal connues. Nous en parlerons certainement à une autre occasion, parce que notre temps est terminé. Aujourd'hui, c'était vraiment de mettre l'accent sur votre contribution au renforcement de l'unité nationale à travers le changement donc de champ lexical et de champ sémantique à utiliser pendant cette période. Merci à vous, Naba Boualga, d'être passé. Je rappelle que vous êtes chef de Daouélégué et par ailleurs président de l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. C'est fini pour l'entretien de ce jour. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission en direct sur Savane TV. Je rappelle que l'élément concernant l'invité du jour, c'était une rediffusion donc que nous vous avons proposée. Pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique Bonnes affaires. Et nous retrouvons à nouveau aujourd'hui Frédéric Donald Sawadgo, communicateur à Mira Élevage, pour parler des offres de formation de cette structure. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les agriculteurs du Faso. Merci bien. Alors, nous parlons formation et nous parlons bien sûr de ces formations organisées par Mira Élevage à travers le centre CIFEA. On commence bien sûr donc toujours par la présentation. Ok, avant de venir à la présentation, toute l'équipe de Mira Élevage va témoigner vraiment son soutien à tous les agriculteurs du Burkina Faso qui traversent vraiment une crise actuellement pas vraiment agréable, notamment la grippe aviaire qui frappe vraiment dans certaines fermes de production. Et vraiment, Mira Élevage reste aux côtés de tous ces agriculteurs-là qui sont touchés pour notamment des conseils et tout accompagnement vraiment pour que nous puissions limiter la propagation vraiment de ce mal-là. Alors, pour venir à la présentation de Mira Élevage, il faut dire que c'est une structure qui a vu le jour depuis 2016, notamment pour faire la promotion de la formation en fabrication de couveuses et élevage de volailles. Donc depuis 2016, Mira Élevage a été mise en place pour accompagner les agriculteurs parce que toute chose aujourd'hui que vous voulez, une activité que vous voulez réussir, il faut que vraiment vous ayez une formation, mais évidemment une formation de qualité. C'est pour cela que Mira Élevage est venu vraiment pour vraiment résoudre ce problème de manque de formation là. Et par la suite, bien sûr, Mira Élevage a créé le centre CIFEA pour encore ouvrir la formation à d'autres champs. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, le domaine de l'élevage il est vaste. Quand nous avons commencé par la formation en fabrication de couveuses et élevage de volailles, par la suite, il fallait que vraiment on étende pour faire appel vraiment à d'autres métiers, notamment l'agriculture, que vraiment on ne peut pas aujourd'hui
pratiquer l'élevage sans pratiquer l'agriculture. Et aussi, nous avons remarqué quelque chose. Aujourd'hui, les jeunes sont nombreux qui finissent les études et qui se disent il n'y a pas de métier, il n'y a pas de travail. Vraiment, il y a le chômage qui sévit. Donc, pour cela, il faut que vraiment les jeunes aient des formations au métier de la main. C'est pour cela que nous avons mis le centre CIFEA en place, Centre international de formation en entrepreneuriat agricole. Et dans ce centre-là, vous verrez que nous avons plusieurs types de formations dont nous allons parler ici. Alors, avant de parler des formations, vous avez évoqué le cas de la grippe aviaire qui sévit au Burkina Faso actuellement. Et en même temps, vous organisez pour le mois de février donc des formations. Est-ce que déjà les inscriptions vont bon train ou bien cette maladie-là, donc notamment la grippe aviaire, a joué un peu sur les motivations concernant les inscriptions? Il faut dire qu'aujourd'hui, la crise que vraiment les aviculteurs traversent, notamment la grippe dont vous parlez, la grippe aviaire, ce que vraiment ça a eu comme impact sur l'activité avicole, c'est comme on le dit, nombreux sont ceux-là qui ont perdu. Mais ce que nous allons dire, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, pas mal d'aviculteurs sont accompagnés par Mira Élevage. Et la majorité de ceux-là que nous accompagnons, nous savons qu'actuellement, même si vraiment ils ont des voisins qui ont été touchés, même les dispositions sont prises en tout cas pour vraiment limiter la propagation. Et sur les inscriptions, pour venir maintenant à votre question, sur les inscriptions, il faut dire que bon, les inscriptions en tout cas, ça avance très bien, les inscriptions continuent. Et nous allons appeler vraiment à tous ceux-là qui veulent vraiment limiter la propagation de tout ce qui est maladie aviaire dans leur ferme de production. Prenez part vraiment à nos formations parce que nous savons qu'aujourd'hui, pas seulement qu'avant-hier, nous avons vraiment reçu des gens qui sont venus nous dire, en tout cas avec les différents conseils que nous avons prodigués, ils ont vraiment mis en pratique et certains vraiment aujourd'hui, même des voisins qui subissent la crise, eux vraiment ils se sentent à l'aise. Et nous allons vraiment lancer un appel à tous ceux-là parce que c'est la formation la base. Le fléau peut être là, mais on peut limiter sa propagation. D'accord, à travers la formation, donc notamment les formations de Mira Élevage, et nous allons maintenant parler de cette formation. Il ne s'agit pas seulement des formations en élevage, mais il y a aussi d'autres modules. Oui, il faut dire que pour la rentrée de février, le 1er février notamment, nous avons une rentrée que nous allons effectuer et cette rentrée-là va concerner des formations de 1 mois et des formations de 3 mois. Donc pour venir aux formations de 1 mois, il faut dire qu'il y a l'entrepreneuriat avicole, ça c'est une formation que nous faisons depuis. Il y a aussi l'entrepreneuriat agricole. Il y a le marketing digital, comment est-ce que vraiment vendre sur les réseaux sociaux, comment profiter des réseaux sociaux. Et il y a aussi la formation en plomberie sanitaire, il y a la formation en audiovisuel et notamment la formation aussi en fabrication et pose des grillages. Ça, ce sont les formations de 1 mois et pour la formation de 3 mois, c'est technique générale d'élevage. D'accord. Donc, il y a quand même plusieurs modules. Et quels sont justement les dispositifs que vous avez mis en place pour ces différentes formations? Les dispositifs que nous avons mis en place pour ces différentes formations-là, il faut dire que nos formations se déroulent en 2 vagues. Il y a la formation, il y a la phase théorique et la phase pratique. Et les dispositifs, c'est quoi? C'est que nous avons mis en place, nous avons mis vraiment un atelier de fabrication de couveuses, notamment pour la pratique. Nous avons une ferme expérimentale qui est là. Nous avons une usine de fabrication d'aliments de volailles. Et il faut dire que dans nos formations, nous voulons former des entrepreneurs. Pour cela, nous avons une bibliothèque que nous avons mise en place pour la lecture. Par ça, maintenant, ça rentre dans le cadre des cours en développement personnel. Et nous avons aussi des salles que nous avons mises en place, des salles climatisées et bien ventilées pour vraiment recevoir ces élèves-là pour qu'ils se sentent à l'aise et que la formation puisse bien se dérouler. Pour ceux qui ne sont pas à Ouaga ou ceux qui viennent vraiment de l'extérieur, nous avons aussi la possibilité de les interner. Ok, donc il y a la possibilité de venir en internat. Vous avez parlé tantôt de la formation d'1 mois et de 3 mois. Est-ce qu'on peut revenir sur peut-être les modalités? Comment ça va se faire concrètement? Pour les formations de 1 mois et 3 mois, il faut dire que c'est comme je parlais ici, c'est en 2 vagues que la formation se déroule. Si nous prenons par exemple pour la formation en entrepreneuriat avicole, la formation, c'est d'abord l'aviculture générale. Après l'aviculture générale, c'est la fabrication de la couveuse. Après la fabrication de la couveuse, il y a la fabrication pratique de l'aliment de volaille. Juste après ça, il y a la formation en développement personnel. Ça rentre dans le cadre maintenant de l'entrepreneuriat et orientation vers les structures de financement. Donc, pour les formations, c'est-à-dire quoi? Par exemple, pour ce module-là, cette filière-là,
quand vous finissez les cours théoriques, vous allez passer aux cours pratiques. Maintenant, ce que nous avons mis en place pour vraiment faciliter et vraiment pour faire de vous un entrepreneur, il faut dire que après ça, nous allons vous accompagner à ce que vous puissiez entrer en contact avec de nos partenaires qui sont des partenaires financiers qui vont vous aider vraiment à réaliser votre projet. Donc après la formation, ça veut dire qu'il y a quand même votre suivi qui est là. Ah oui. Vous accompagnez justement ceux qui ont été formés à trouver pourquoi pas des partenaires qui puissent les accompagner. Maintenant, c'est intéressant de parler des formations, mais c'est intéressant aussi de revenir sur les coûts ou les conditions de participation. Oui, les conditions de participation pour ce qui est des formations de 1 mois à l'entrepreneuriat avicole, elles coûtent 110 000 francs. Pour la formation en audiovisuel, oui, nous n'en avons pas parlé. Il y a une formation aussi en audiovisuel pour 1 mois. Ça coûte 110 000 francs également. Le marketing digital également, ça fait 110 000 francs. Il y a la plomberie sanitaire et la fabrication et pose des grillages. Ça, c'est 75 000 francs pour le 1 mois. Et maintenant, l'entrepreneuriat agricole, 1 mois, c'est 110 000 francs. Et technique générale d'élevage, 3 mois, ça, c'est 210 000 francs. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des formations spécifiques qui durent 1 mois et il y a d'autres qui durent 3 mois. Exactement. Maintenant, en fonction donc des prix ou de la formation qui vous intéresse, vous vous inscrivez tout simplement. Est-ce que pour ceux qui viennent s'inscrire pour l'élevage, est-ce qu'on peut s'inscrire pour plusieurs formations en même temps? Oui, on peut s'inscrire pour plusieurs formations en même temps. Tout dépend vraiment de votre objectif. Parce que déjà, nous avons un objectif de former des entrepreneurs. Mais vous aussi, vous avez votre objectif en venant. Peut-être que vous venez pour l'aviculture, mais il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse. Oui. Voilà. Quand vous allez venir vraiment, en fonction de votre objectif, il y aura vraiment cette possibilité-là de vous satisfaire. Et qui sont les formateurs à Mira Élevage? C'est ce qu'on se demande. Pourquoi on doit venir se former à Mira Élevage? Il faut dire que pour ce qui est des formateurs à Mira Élevage, ce sont des spécialistes, notamment si nous prenons pour l'aviculture. Nous savons que tous ceux-là qui dispensent les cours à Mira Élevage sur l'aviculture, ce sont des ingénieurs d'élevage. Donc, notamment, ce sont des gens qui maîtrisent bien le secteur, des gens qui se sont formés, et ce sont des gens qui donnent des cours dans les grandes écoles de formation en élevage au Burkina Faso, qui dispensent les cours chez nous. Maintenant, on va rappeler quand même la situation géographique de Mira Élevage et puis bien sûr les numéros. Pour la situation géographique plutôt, nous sommes à Karpala, nous sommes en face de la paroisse Saint-François d'Assise et nous ne sommes pas loin de la mairie de Karpala. Notamment, il y a une mairie qui est là, et en face de la mairie, il y a le château Satom. Donc, quand vous arrivez de là-bas, et à partir de là-bas, maintenant, vous pourrez arriver à Mira Élevage facilement. Ou soit, si vous connaissez l'église Saint-François d'Assise, dès que vous arrivez à l'église Saint-François d'Assise, vous allez voir le centre qui est juste en face du goudron. D'accord. Ou sinon, appelez tout simplement. Hein? Oui, sinon, appelez tout simplement au 64 04 44 ou encore le 58 98 00 70 et vous avez Mira Élevage pour la formation que vous voudrez à partir du 1er février pour la prochaine rentrée. À partir du 1er février, les inscriptions vont jusqu'à quand? Les inscriptions vont aller jusqu'au nombre que nous avons, parce que les formations, il faut dire que les nombres de places sont limités. Donc, si même ce soir, nous avons par exemple, pour la formation en entrepreneuriat agricole, c'est 30 personnes seulement nous allons prendre. Donc, les formations vont jusqu'à la 30e personne. Si la 30e personne est inscrite, les inscriptions vont s'arrêter là, parce que les places sont vraiment limitées. Merci bien. Frédéric Donald Sawadgo, communicateur à Mira Élevage, merci d'être passé. Merci à vous et nous allons vraiment souhaiter plein succès à tous les aviculteurs. Nous allons vraiment encourager les aviculteurs et nous allons vraiment leur dire une fois de plus, Mira Élevage reste à votre côté pour notamment des questions, des accompagnements techniques pour vraiment limiter la propagation de ce mal-là qui sévit actuellement, qui est la grippe aviaire. Merci bien. Alors, nous allons accompagner M. Donald Frédéric Sawadgo avec un élément donc, de Mira Élevage. Il s'agit d'un témoignage de Wetraogo Wenyam Djemila qui a été participante donc, à la formation précédente de 3 mois organisée par Mira Élevage et elle nous livre son témoignage après la formation. Mira Élevage. Mira Élevage. Oh, Mira Élevage. Mira Élevage. Oh, Mira Élevage.
Je suis Wedrago William Geneva. Je suis employée de commerce. Je suis de Ouagadougou. Donc je suis venue poursuivre la formation à Mira Élevage qui sera très utile et importante dans ma vie. C'est à travers la radio, la télévision, avec leurs publications, que j'ai compris l'importance de venir à Mira Élevage. Donc je me suis déplacée, prendre quelques renseignements et je trouve que c'est une bonne idée. C'est une très belle initiative pour la jeunesse. Je suis à Mira Élevage pour une formation de 3 mois. La technique d'élevage pour les poules, les poussins et plus la fabrication des couveuses, comment construire un bâtiment pour entretenir les animaux en question, les vaccins, ainsi de suite. Le développement personnel et l'art oratoire, bon, c'est énorme. À Mira Élevage, on apprend tout. Ceux qui ne peuvent pas s'exercer, ceux qui ne peuvent pas parler en public. Donc on est ici en famille. Je vais entreprendre moi-même. Devenue une grande distributeuse des œufs à travers la ville, les provinces, une grande exportatrice des œufs et de la volaille. J'invite mes camarades, mes amis, toute la jeunesse au fait. Donc ceux qui sont là à la maison, qui ont le chômage, il n'y a pas de travail, au moins à partir de 40 000 francs en allant à Mira Élevage, tu peux entreprendre toi-même. Il ne faut pas rester là assise en attendant que l'État lance des concours. Vraiment, je les invite vraiment à venir à Mira Élevage. La solution y est. Elle a participé à la formation de 3 mois à Mira Élevage et elle sort satisfaite, faite comme elle certainement. Pour la suite, nous allons nous dire au revoir. C'est fini pour l'émission de ce jour. Merci à vous de votre fidélité surtout et n'oubliez pas, la persévérance est un talisman pour la vie et demain sera meilleur, Inch'Allah. Portez-vous bien. On se dit cus et cus.